Vamos. Bonjour Antoine. Salut Charles. Bon Comment alors, tu vas? on Ça va fait faire une longtemps. interview où je pose des questions que je connais déjà les réponses. Non, c'est une interview compliquée pour moi parce qu'on se connaît très profondément et donc on va essayer de la laisser naturelle. Alors, j'ai un thème, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens parce que tu incarnes quelque chose, puisque je t'ai vu faire le virage au fil des années et tu as réussi à prendre ce virage avec succès. Et en fait, tu incarnes la transition entre un chef d'entreprise, enfin du business, je fais du business Internet, et tu as modifié ton axe pour vivre de ton capital. Et ça, tu dis bravo. Il y a beaucoup de gens qui essayent de le faire et qui n'y arrivent pas. Et tu as réussi à le faire. Euh, et surtout, tu l'as fait lentement, tu as été mollo, mais au final, tu as concrétisé. Et je sais que beaucoup de gens vendent une boîte, héritent, étaient salariés, vont toucher 500 000, 1 million par la vente de la maison des parents qui décèdent. Ils se retrouvent avec un capital, ils se disent, oh putain, j'ai plus besoin de travailler. Voilà, j'ai un capital, je vais le faire travailler pour moi. Et ils échouent. Et je pense que tu as créé Lio pour partager cette odyssée, ce chemin de vie. Je voudrais que tu nous parles de ta vie, d'abord de la transition et ensuite de ta vie d'investisseur, parce que maintenant, tu continues à avoir un petit tripatouillet encore du SEO, mais maintenant, tu as une vraie vie d'investisseur. Et donc, je voudrais que tu parles d'abord de la transition. Comment ça s'est... Un jour, tu m'as dit, je voudrais vivre de mon capital, en fait. Ça t'est venu quand, ça? C'était en quelle année, ça? C'était il y a pas... C'était en 2017. Ouais. C'est juste avant que je parte 2017. au Panama, en fait. Ouais, en fait, j'avais l'idée que l'argent, tu l'as en travaillant, quoi, en gros. Donc moi, j'ai fait le virage entrepreneur, mais avant, j'étais salarié dans la grande distribution. Et c'est en 2011 que je me suis mis sur le net. Et en 2017, je me suis dit, l'argent peut aussi venir de l'argent. En gros, c'est ça, quoi. Alors qu'avant, j'avais mon pognon en cash essentiellement et il était sur des comptes non rémunérés, même pas rémunérés. Si tu veux. Et puis, je sais pas, à un moment, j'ai eu un déclic, je me suis dit que c'était pas mauvais, quoi, que c'était pas mal, que le pognon. Après, j'ai vieilli aussi, je pense, j'en avais marre de bosser. Et donc, du coup, je me suis dit, ça serait bien que mon pognon, que j'ai fait croître en quittant la France essentiellement, ils produisent des petits, quoi. En gros, c'est ça. Et l'objectif, c'était que, parce qu'au début, c'était 97% de mes revenus, c'était mon travail, quoi. Et l'idée, c'est que ça soit plus équilibré, plutôt 50-50, quoi. Voilà, 50-50. Et Avec tout le pognon que tu te fais en SEO, ça doit bien marcher, l'investissement. En fait, quand on vivait en Thaïlande, on était un peu bloqué, je trouve. Et en venant au Panama, ça s'est vachement débloqué. Euh, L'utilisation de son argent est beaucoup plus facile ici que ce ne l'était en Thaïlande ou encore plus en Europe, bien sûr. Donc ici, tu as accès à des placements à 3, 4, 5%, un peu plus de risque, tu as du 8-10 avec un peu plus de risque. Et donc, du coup, moi, je suis un mec prudent. Comme tu l'as dit, je fais les choses lentement. Donc, en fait, je ne me mets jamais en danger avec un seul investissement, quoi. Donc, les investissements que je fais, ça représente quand j'y crois à fond, ça représente vraiment à fond, ça représente à maximum 10% de mon capital. Et la plupart du temps, c'est 2-3%, quoi. Donc, c'est-à-dire Alors que revenons à même la si... transition, en fait. Donc, tu as commencé à placer au début dans des placements, déjà à toucher les intérêts avec des trucs à 3, 4, 5%, là, je me souviens. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu t'es dit Sur après? les banques ici. Sur les Donc, tu banques as ici. testé, tu as mis en place. Après, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, je veux plus. Ouais, après, je me suis dit, je veux plus. Alors, au début, ce que je voulais faire, c'était des deposit accounts là, qui tournent tous les mois, si tu veux. Donc, tous les mois, il y avait comme un revenu qui venait. L'idée, c'est d'avoir un revenu passif, quoi. En gros, c'est ça. C'est le truc dont on rêve tous. Donc, avec des certificats à place OFIR, ou comme ils disent ici, c'est vachement facile parce qu'il suffit d'ouvrir le compte une seule fois. Et puis après, ça tourne. Mais après est arrivé le stupide 19, mes inquiétudes sur le dollar également. Donc, du coup, j'ai un peu arrêté ça et j'ai cherché d'autres placements. Parce qu'en fait, quand tu commences, au début, tu as peur. Et puis, comme tu ne mets pas beaucoup, tu prends le risque. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, comme tu vois que ça fonctionne, tu essayes un peu plus gros et un peu plus gros, un peu plus gros, et puis tu diversifies.
Donc en fait, c'est tu vaincres ta peur par petits bouts. Voilà. Je ne suis pas le style à prendre beaucoup de risques en fait. Voilà. Donc je prends des risques mesurés, mais différents, dans différents secteurs. Donc si jamais il y a un truc qui plante, parce qu'au début j'étais dans les cryptos, je suis allé dans les cryptos, j'ai mis du pognon dans les cryptos, tout ça. À l'époque, ça pouvait sembler fou parce que c'était les premiers bitcoins, c'était à 200 euros si tu veux. Donc il faut être précurseur, quoi. Il faut être curieux et précurseur. Voilà. Après, il y en a qui sont précurseurs et curieux à fond, et ils font des fortunes très rapides, ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai bâti mon patrimoine au fil des années. Voilà. En gros, c'est comme ça que j'ai fait. Et alors, donc, tu en es arrivé, tu faisais du Forex à l'époque, tu es arrivé sur les marchés. Donc, on va parler peut-être des investissements hors marché après. Sur les marchés, donc tu faisais du Forex à Bangkok. Et Ouais, je faisais essentiellement du Forex. En fait, moi, j'ai commencé la bourse en 2000, à 15 jours de l'explosion de la bulle Internet, si tu veux. Et donc, du coup, j'avais mis 10 000 francs à l'époque, je les ai perdus. Et du coup, j'ai dit, je reviendrai en bourse que lorsque j'aurai un peu plus de connaissances dans le sujet. Et je trouvais que le Forex, c'était beaucoup plus facile. Les devises, c'était beaucoup plus clair pour moi. Et donc, au début, j'ai fait essentiellement du Forex. Et à l'époque, c'était du pain béni parce que l'euro et l'USD, il y avait une différence de politique monétaire. Donc, il y avait un différentiel qui était à l'avantage du dollar. Donc, c'était facile de se positionner short euro et long dollar. Et c'était facile sur le Forex. Et ça l'a plus été avec le Stupide 19. Et je l'ai dit sur Objectif Eco et sur YouTube, je suis sorti de mon short, quoi. Parce que les politiques monétaires des deux pays, des deux zones, pardon, c'est équilibré, quoi, en fait. Et donc, du coup, tu n'avais pas un avantage concurrentiel de l'un par rapport à l'autre. Donc, en fait, c'était trop volatile, il n'y avait pas de directionnel. Donc, je suis sorti de ça. Et en plus, j'ai compris à ce moment-là qu'ils allaient flinguer l'euro et le dollar. Du coup, moi qui étais beaucoup cash, il fallait que je l'utilise, quoi. Donc, c'est un peu par la force des choses que je me suis mis à investir dans les actions et dans différents placements pour couvrir justement la dévaluation des devises. En fait, c'est que réagir à ce qui se passe, quoi, en gros. C'est réagir à ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai appelé l'IO l'investisseur opportuniste, quoi. Ouais, c'est pas un truc que je fais pendant 10 ans, si tu veux. Les conditions changent, les choses évoluent. Donc, si tu n'évolues pas avec elles, bah, tu te fais un peu avoir, quoi. Un peu avoir ou beaucoup avoir. Donc, ton arrivée sur les marchés actions? Bah, ça a été 2020 avec le Covid. Donc, je ne suis pas très analytique, moi. Je ne suis pas comme Eloïc, par exemple. Je suis plutôt top-down. Ça, c'est ma formation macroéconomique. Donc, j'ai plutôt une bonne analyse macro des événements et des secteurs. Donc, j'ai plusieurs secteurs que je privilégie actuellement. Ça a changé. Donc, 2020, ça a été fait essentiellement la performance. On a fait plus 30 sur le portefeuille. Ça a été fait essentiellement avec les matières premières, le cuivre, et puis bon, d'autres actions. Et 2021, c'est plus compliqué. C'était assez simple jusqu'en juin, juillet à peu près. Donc là aussi, il fallait jouer les matières premières et l'énergie. Et puis depuis juin jusqu'à Maintenant. septembre, ça a Hein. flotté, quoi. Ça a flotté. Donc le portefeuille a progressé tous les mois, si tu veux, mais à partir de juin de juin à septembre, ça a fait comme ça, quoi. Ce qui est plus un mois, moins un mois, enfin ça ne bougeait pas, quoi. Et là, depuis octobre, ça repart. Ça repart, mais c'est très dangereux. Voilà. À un moment, j'étais investi à 90%. Pendant l'été, je suis baissé à 30%. Et là, je suis remonté à 70% investi. Très Voilà. dangereux. Ouais, c'est très dangereux en ce moment. Donc, j'espère qu'il va y avoir un dernier up pour la fin d'année. Up sur matière première ou sur indice? Euh, ouais, je pense que le Nasdaq va surprendre encore tout le monde. Je pense que le Nasdaq va encore surprendre tout le monde. Je suis pas très techno. Voilà, le portefeuille, il est assez équilibré, quoi. En 2020, il était beau, il était vraiment dénaturé, hein, avec beaucoup de gold, beaucoup de pétrole, beaucoup de matières premières, métaux. Et là, il est beaucoup plus équilibré, quoi. Il est beaucoup plus équilibré. Il y a quand même deux poches à privilégier. Je pense que c'est l'énergie aujourd'hui. Et puis une autre
je garde pour les clients. Donc, tu as une partie de ton patrimoine voilà, en bourse. Ensuite, on a une que tout le monde connaît avec moi, une partie plus vie. Des actifs tangibles, comme nous dirait Loïc, des actifs tangibles. Ouais, en fait, toujours cette peur de la devise, en fait. Ouais, il faut diversifier. Donc, on a acheté des actifs qui, toi comme moi, pensons qu'ils vont se valoriser avec le temps, quoi. Et au pire, on pourra manger de la glace pendant des années. Ah, je pensais pas à ça, non, je pensais au terrain, etc. Ouais, les terres aussi. Et les bateaux, etc. Tu partages ma crainte de l'inflation. D'ailleurs, aujourd'hui était publié 250 balles distribuées en France en ticket restaurant par l'État français. C'était 100 balles et c'est 250 maintenant. Bon, il y a une volonté certaine de réinflater le système. Et je ne sais pas si tu as noté, mais en fait, Powell, qui s'est fait renommer, a lui dit que sa priorité allait être de lutter contre l'inflation. Enfin, c'est la première fois qu'il déclarait. Parce que depuis le début, c'est de la pipe en barre, c'est transitoire. Et donc là, il a dit dans son discours de réélection que c'était sa priorité l'inflation. D'un côté, on a encore en Europe une envie d'inflater. En plus, l'Allemagne fait du plus 18% en prix à la production. La France qui va distribuer du cash dans la main des Français, ce qui est hautement inflationniste. Et de l'autre, on a Powell qui s'engage, a priori, au moins sur le papier, à partir en sens inverse de l'Europe. Donc là, on va se retrouver à nouveau, on le sent tous qu'il y a un différentiel. L'euro s'est ajusté, on sent tous qu'il y a à nouveau un différentiel. Tu veux revenir aux devises pour Peut-être pas. Enfin, je suis en short euro depuis 1 an et demi, tu le sais. Je te l'avais dit. Mais pas sur euro USD, mais je suis en short sur l'euro depuis plus d'1 an. J'ai commencé le short, je crois, en avril 2021. Quand je suis sorti du short euro USD, j'ai fait notre short sur l'euro. Et si tu vois l'euro qui vient de se casser la gueule, c'est depuis que Powell a dit qu'ils allaient faire du tapering. Mais après, il faut faire attention à ce que racontent les banques centrales, entre ce qu'elles racontent, ce qu'elles disent qu'elles vont faire, ce qu'elles pensent éventuellement faire, ce qu'elles vont faire bientôt, ce qui ne va pas tarder à être fait, et finalement ce qui est fait. Donc ça s'est passé avec Powell, il a dit le tapering, voilà, je crois qu'on l'a baissé de 15 milliards. En fait, tu as du tapering, c'est-à-dire de l'injection monétaire jusqu'en juin de l'an prochain. Donc en fait, c'est surtout des effets d'annonce, mais pour moi, le truc qui est principal, c'est que le marché se dit toujours que la Fed sera là pour pallier à ce qui va se passer. Du coup, c'est que des effets d'annonce qui vont faire jouer de la volatilité à court terme, mais les grandes tendances ne vont pas bouger. Et actuellement, ce qui est en train de se passer, tu as raison sur le différentiel de politique monétaire entre les deux, c'est que Lagarde dit, jusqu'à récemment, je crois que la semaine dernière, elle a dit inflation. Quelle inflation? Non, il n'y a pas de problème, ça va se régler et tout. Alors que Powell a déjà abordé le truc en disant on fait du tapering. Et on montera peut-être les taux en 2022, je crois, ou 2023. Mais c'est que du si, c'est si les conditions le permettent, si ma tante en avait, des trucs comme ça, si tu veux. Donc c'est juste pour du bruit sur les marchés. Et tant que l'Europe va se faire manger par l'inflation, les USA, eux, ont commencé à réagir. Donc ça devrait être mieux pour l'euro USD. Devrait continuer à baisser. Pour moi, devrait continuer à baisser. Mais j'ai fait une vidéo il y a quelques minutes où on est sur support, là. On est sur un très très gros support. En fait, tu réintégrerais le canal baissier qui part de 2008. Parce qu'on en était sorti pour monter à 1,22 là, où tu avais shorté, où tu avais vendu tes dollars, je crois, tes euros, pardon. 500 000, 500 000, 10%, 50 000. Une partie à moi, je crois, dedans. Il faut bien que je paye mes pertes et... Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une partie à moi quand tu as changé. Tu m'avais dit, Antoine, je vais changer, est-ce que tu veux? Tu me rappelles de ça? Ah, j'ai coupé tout, j'ai mis la size. Ouais, et donc là, on revient sur le canal baissier. Donc, si on réintègre le canal baissier, ça ne va pas se faire rapidement, si tu veux, mais si on le réintègre, on va vers la parité, au moins 0,3. Bah oui. Le prochain arrêt. Donc, pour revenir à ta vie d'investisseur, donc tu gardes un petit short, mais tu n'es plus trop forex, donc tu fais ta poche actif tangible avec moi, une poche portefeuille, et puis tu t'es aventuré dans des placements dans lesquels je ne me serais pas aventuré. Tu veux en parler un peu publiquement parce que les gens ils ne savent pas ce que tu fais, mais tu fais des trucs faux. La finance un peu plus chaude. On peut commencer par tes machins au Venezuela là. Ouais, j'ai acheté des actions sur le marché vénézuélien. Donc, je crois qu'il y a 8 actions sur le marché vénézuélien à la bourse
à la bourse vénézuélienne là, de Caracas, Caracas. et que 8 actions. Ouais, que 8 actions. Donc, il y a un gars sur place. On a monté une société ici et on a acheté des actions. Pas grand-chose, comme je te disais tout à l'heure. C'est toujours un petit pourcentage 200 de mon 000, quoi. patrimoine. De quoi? 200 000. Non, non, non. Alors, pas grand-chose, de mode boulot, quoi. J'ai mis 50 000. Voilà. J'ai mis 50 000 sur les Mais actions. ça marche bien. Aux dernières nouvelles, ça marchait bien. Ben là, en fait, c'est toujours lié à la devise. Parce que les actions, tu les achètes en dollars, en bolivar. Et donc, du coup, si elles se cassent trop vite la gueule par rapport au dollar, tu ne retrouves pas tes billes. Mais là, on était à peu près, on a fait ça l'an dernier, on est à peu près à plus 10, à peu près, plus 10%. Et là, Maduro, il a enlevé 6,0 la devise. Ouais. Donc du coup, bon, les actions vont prendre un peu de temps pour digérer la chose, si tu veux, parce qu'avant, elle valait 40 000, maintenant, elle vaut 0,04, quoi, si tu veux. Donc c'est pas évident. Tu sais, de l'OTC, quoi, tu vois, c'est de l'échange comme ça, il Ah n'y a ouais, pas de c'est bourse chaud, hein. Non, mais électronique. ça, c'est clair, c'est chaud, hein. Ouais, donc c'est sympa, voilà. Donc j'ai mis une petite somme, enfin une petite somme, une somme conséquente, mais qui ne me mettrait pas en danger si je la perdais. Voilà. Donc, Et si tu nous et parlais de c'est tes ce que j'ai. créances internationales, Pardon? ton fonds de créances Mon fonds de créance? international, tu sais, le mec là, à qui tu fais du crédit, là, je sais pas trop quoi, là. Euh, et si, Laurent, Non, je ne vois pas ce que tu veux dire. le hedge fund là, qui rachète, qui prête de l'argent, je sais pas trop quoi, qui back là, c'est quoi que tu fais ton placement? Ah, Je c'est peux de la pas aller. litigation, c'est de la litigation, ça. C'est quoi? Ah bah, allez, vas-y, parle de ce placement-là aussi. C'est parce que c'est hors sentier, ça. Non, ça existe, hein. Je pense pas Non, que je ce ne te dis soit pas que ça super. n'existe pas. Je te dis juste qu'en termes de popularité sur Internet, c'est pas des trucs que beaucoup de gens parlent. C'est pour ça que c'est Ouais, intéressant mais c'est un de savoir. super truc, ça rapporte, ça peut rapporter plus de 10% par an. Et pour l'instant, c'est le cas. J'ai commencé ça au mois de mai-juin, je crois, de cette année. Et en fait, c'est des gens qui se sont fait arnaquer par d'autres personnes, quoi, en gros, par des gens qui sont sur le Forex ou des instituts financiers un peu pourris et tout ça, ou des prêts financiers pas très clairs, quoi, si tu veux. Donc les gens vont en justice, mais ils n'ont pas les moyens d'assurer tout le procès, si tu veux, ou de payer les avocats, etc., etc. Donc il y a des sociétés qui se chargent de faire intermédiaire. Et ils disent, bon, ben, on récupère tous les plaignants et nous, on va en justice pour vous. Et si on gagne, eh ben, on prendra 10-15% de ce que vous avez, ce qu'on a pu retirer pour vous. Et donc les clients sont contents parce que tout seuls, ils n'auraient pas pu faire la démarche administrative et judiciaire. Et la boîte se paye sur les bénéfices uniquement, sur les bénéfices. Et donc le nerf de la guerre là-dessus, c'est de sélectionner, toujours pareil, hein, c'est comme en immobilier, il faut sélectionner sur quoi tu vas, quoi. Voilà, une fois que c'est bien sélectionné, ça fait 2 ans qu'ils font ça. Donc première année, je crois que vous avez une rentabilité de plus de 8. Et là, sur cette 2021, on est plutôt sur du 14% par an. Ouais. Mais c'est pas ouvert aux Français, ça, par exemple. Ça pourrait faire rêver les Français, mais les résidents de France, ça ne marche pas pour eux. T'as pas le droit. Bah, attends, Ils n'ont pas le droit. C'est pour les protéger. C'est pour les protéger. C'est C'est pour comme les les protéger ETF de américains. gagner, c'est pour les rassurer de s'appauvrir. C'est C'est pour la promesse les. du socialisme. Ouais, non. Non, c'est pour ton bien. Quand des gens te disent on ne le fait pas pour ton bien, en général, ça pue. En général, Non, il ça faut pue. foncer. Si on ne dit pas c'est pour ton bien, c'est une excellente nouvelle, il faut foncer. C'est une Ouais, opportunité. En fait, quand c'est pas pour ouais, ton bien sûr. bien, il faut traduire opportunité. Quand c'est pour ton bien, il faut se barrer. Exactement, exactement. Et puis tu calcules le risque, quoi. Voilà, donc là aussi j'ai mis une petite part de mon truc, mais bon, normalement je vais faire 12% là-dessus cette année. C'est bien, c'est super. Et t'avais pas, il me semble bien que tu avais un autre fonds, si tu as un troisième fonds, non? Ouais, c'est une boîte qui fait plusieurs fonds. J'ai un fonds factoring au Ah, Brésil. factoring, ouais, les créances, factoring, tu fais factoring, ça Ouais, rapporte combien ça? 6-7 pour an, 6-7 6-7%. par Mais ça an. dépend, c'est essentiellement au Brésil. Et comme le Brésil tire la langue en ce moment, ils Ah, lui ça font fait. tirer la langue. Ouais. Donc du coup, ça fera peut-être que 5 au lieu de 7-8 sur l'année. Pour revenir à Lio, à ton offre, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on en parle ensemble. Tu fais pas que un portefeuille, si j'ai bien compris, tu fais un peu de patrimoine aussi dans les informations que tu distribues à l'intérieur. Ouais, parce qu'en fait, il y a des gens de tout niveau, déjà de beaucoup de pays. L'essentiel, c'est des Français, mais il y a pas mal de pays. Il y a des gens expatriés un peu partout dans le monde. Il y en a qui sont venus sur le Panama. Et
Et donc, en fait, si je fais que bourse, il y en a qui ne seront absolument pas intéressés, ça ne leur apportera pas grand-chose, si tu veux. Donc, en fait, il y a des problématiques différentes et donc elles sont traitées de manière adaptée aux gens, quoi, en gros. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent changer leur euro, ils ne savent pas comment faire, qui veulent acheter de l'or, ils ne savent pas comment faire. Moi, De je l'euro leur dis comment on international. peut faire, comment le faire à l'international sans bouger son cul de France, quoi, et de manière tout à fait légale. Voilà. Euh, et pour pas cher, et des choses comme ça. Parce que en fait, c'est des trucs où j'ai été confronté soit moi-même, soit pour des membres de ma famille qui m'ont posé des questions. Donc du coup, ce que j'ai appris moi de ces 10 dernières années, je le transmets aujourd'hui, quoi. En gros, c'est ça. Ça sert à rien que je le garde pour moi. Ça ne m'appauvrit pas, au contraire, de partager ça avec les gens. Après, je ne le fais pas sur la zone publique, des choses comme ça, parce que il y a des choses que je ne partage pas en zone publique, parce que c'est des trucs qui aujourd'hui passent, mais que dans quelques mois, je pense que ça sera. T'es inquiet hein, sur le futur. Hein. On est tous inquiets. En fait, si tu n'es pas inquiet, c'est que tu es aveugle, hein. Je veux dire, Eh ben, cette réponse. non, mais c'est vrai. Aveugle ou con. Hein. Ah, on Les peut pas trucs le dire, immobiliers, non, je sais, mais non, mais non, mais il y a des gens qui sont vraiment aveugles, et puis il y a des gens qui sont juste bêtes. Aveugle, c'est quand on a peur et qu'on n'a pas envie de regarder, et c'est tout à fait respectable parce que ça fout les jetons, oui. Non, on a tous les jetons. ouais. Et nous, on n'est pas en Europe, si tu veux. On n'a pas la pression qu'ils ont, eux. Pour y avoir séjourné l'an dernier, voir la famille et les amis. C'est un matraquage. Mais en fait, tu comprends qu'il suffit de matraquer les choses incessamment et les gens croient à ça. 5000 Il y a fois, il plus de... paraît. C'est 3 à 5000 fois, et après, le cerveau transforme ça en vérité première. Ouais. Ouais, en fait, tu n'arrives même plus à te poser des questions par rapport à ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est un fait établi, une base, ça ne bouge plus. Voilà, C'est une c'est croyance. inamovible. Voilà. C'est Dieu. Voilà, c'est comme la croyance. Tu y crois et puis tu bâtis à tout ton raisonnement. Si tu bâtis un raisonnement derrière, tu le bâtis par rapport à ce socle. Donc, ils n'ont qu'à bâtir le socle, en fait. Ça, Après, non, mais c'est un travail. Je suis. Je suis épaté, moi. Je suis Ah bah, épaté de ce qu'ils ont. parce que c'est admiratif. C'est incroyable. C'est Je ne incroyable. pensais pas que ça pouvait fonctionner. Mais si, ça marche comme ça. Et en fait, nous, on est une génération protégée. Je veux dire, on n'a jamais vécu de guerre. Quand on a vu la guerre, c'était dans les livres d'histoire ou au cinéma, si tu veux. Et on s'est dit, mais comment les gens, ils ont pu croire à ça? Comment les gens. Ouais, Ouais, c'est pareil aujourd'hui, quoi. ouais, c'est la démonstration éclatante sur ce qu'est que la nature humaine. Je voudrais juste, pour que ce soit utile, de te faire un jeu. De quoi est-ce que tu as le plus peur? Parce que mettre des mots sur tes peurs du futur, ce serait quoi? J'en ai de moins en moins. D'une part, parce que je ne suis plus en Europe. Deuxièmement, je pense on va faire de quoi bouffer, toi et moi. Et donc, du coup, s'il y a de quoi bouffer, le reste suivra. Je n'ai pas peur pour le reste. L'argent, tout ça, je ne pense pas qu'ils puissent le saisir. Je sais que tu as plus une crainte que moi là-dessus. Moi, je pense Sur la pas qu'ils monnaie, puissent non, saisir. sur la monnaie, ouais. Moi, mais, Ouais, il suffit de la transformer en autre chose, quoi. Il suffit de la transformer en autre chose. Donc, ils auront beaucoup de mal. C'est pour ça que des terrains, ils ont du mal à les piquer quand même. Puis s'ils viennent les piquer, ça dépend comment évoluera la société, mais ça peut aller vers la guerre civile, quoi. Donc à ce moment-là, tu te protèges, tu n'es pas le même. Parce que j'ai fait de vidéos là, j'ai pas encore mis en ligne, mais il faut comprendre les gens qui sont en face de nous, si tu veux. Et il faut agir par rapport aux gens qui sont en face de nous. Donc aujourd'hui, moi je suis un pacifiste, etc. Mais si les choses continuent à évoluer dans le sens où il y a une menace physique, tu réponds physiquement. C'est plutôt la crainte que j'ai. Après, tout ce qui est argent, possession et tout ça, c'est des biens et c'est des billets, quoi. C'est du papier. On se débrouillera toujours. On se débrouillera toujours. c'est marrant ça. On se complète bien, on fait un bon team. La crainte, Tant mieux, non? Tant mieux, non? de Castagnier, je ne l'ai pas. Par contre, la monnaie, l'argent, les papiers, les titres de propriété, j'avoue que ça me travaille. Ça me travaille. Ah bon. On Bon, va ben, apprendre à se castagner, hein. On a appris à passer entre les mailles des filets des États d'empire. On va apprendre à se débrouiller aussi dans la vie réelle. bon, à Ce très sera court terme, une autre question qui intéresse pas mal de gens, parce qu'il y a beaucoup de divergences évidemment sur les anticipations qui sont complètement aléatoires. Alors moi, j'ai des dates longues.
les interviews que je fais régulièrement, et les gens s'attendent à, on va préciser, un effondrement de la société. Quand? Ouais, toi, tu dans ta tête, parce il y en a qui l'attendent dans 2 ans, le truc, la guerre civile. On va prendre thème par thème. Effondrement de la société, effondrement de l'Occident. Effondrement de l'Occident? Dans cette décennie. Dans cette décennie, avant 2030. Ouais. Guerre civile. Immédiat. La semaine prochaine. Attends, je prends mon agenda. Non, guerre civile, je ne sais pas. Ça ira avec l'effondrement de l'Occident. Ça ira avec l'effondrement de l'Occident. Donc, tu lis Ça la sera guerre civile, parce qu'il y a deux guerres civiles potentielles. Il y a la guerre entre la police et le peuple, et après, il y a la guerre civile entre ethnies. Genre, en Europe, tout est fait quand même pour monter. Le symbole, c'est les cathos contre les Arabes. Tout est fait pour nous monter les uns contre les autres. Et je sais que nous, c'est complètement irréel pour nous, parce qu'on a quitté la France, toi, 2 ans après moi, mais on a quitté la France il y a 12 ans. Donc la France d'aujourd'hui ressemble plus trop à celle qu'on a connue. Donc nous, ça nous paraît un peu irréel, j'imagine pour toi aussi comme pour moi. Mais moi, tous les gens qui me contactent peignent un problème ethnique, en fait. Et ils citent ça en premier, c'est-à-dire que même le tabassage des impôts, pour eux, compte moins que ce problème ethnique. Donc, on en arrive quand même à quelque chose d'important, quoi. Parce que la France, en impôts... Ouais, ça fait mal. Ouais, mais les gens ont raison. Mais les gens qui dirigent l'Europe, ils ne sont pas là pour le bien des peuples, si tu veux. Ils sont là pour diriger le peuple de la façon la plus facile pour eux. Donc, qu'est-ce que tu fais pour faire ça? Ben, tu divises les gens. Et la race, c'est facile pour faire des clivages. Donc, du coup, plus tu mets des gens qui ne sont pas européens, plus tu vas créer des dissensions. Et, c'est comme dans un village, quoi. Le village des irréductibles gaulois, ils sont tous solidaires, si tu veux. Mais dès que tu commences à mettre des éléments étrangers, et la solidarité nationale, naturelle, n'existe plus. Du coup, ces gens-là, tu vas les opposer les uns contre les autres. Et donc, ils vont faire le travail de dislocation de la société qui les arrange. Est-ce que ça va arriver pour toi et quand? Oh, écoute, moi, je ne suis même pas sûr qu'en 2022, les Français aillent voter de manière normale. Je pense qu'ils vont aller voter de manière électronique. Donc, ça peut déraper très, très vite. Ça peut déraper très, très vite. J'en ai aucune idée, Charles. Ouais, non, mais j'ai pas de notion on réfléchit sur le futur avec l'aléatoire. Alors, dans la décennie qui arrive, si les élites ne changent pas, ils vont dérouler leur truc. Et dérouler leur truc, c'est disloquer les peuples. Donc, ça sera dans la décennie. Effondrement de l'euro? Oh, il ne passe pas 2024. Allez. Un resto. Un resto. Ah, une bouteille de vin, please. Écoute, on est toujours malade dans les restos. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce qu'en fait, si l'euro va baisser, le dollar va monter très très fort, à un moment, le dollar va baisser aussi, si tu veux. Donc à ce moment-là, est-ce que l'euro va servir un peu de soupape entre-temps? Donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais fondamentalement, l'euro n'est pas viable. Donc ça va disparaître, mais je ne sais pas quand. Mais dans la décennie aussi. Dans la décennie 2020-2030, elle va être extraordinaire. Elle va être extraordinaire. Ah bah, elle va faire peur, mais c'est rien de ce qu'on a vécu jusqu'avant. C'est rien de ce qu'on a vécu jusqu'avant. Non, mais on sera sur notre plage avec notre téléphone satellite en train de regarder les news. Non, je ne regarderai pas les news. Je regarderai pas les news. Non, ça va être moche. Qu'est-ce qu'on peut dire au final par rapport... Et alors, il y a aussi une question que les gens se posent, c'est par rapport au système bancaire. Toi qui es prudent, qui est mon opposé d'ailleurs, je suis trop casse-cou, est-ce que tu as peur des banques, tu as confiance vis-à-vis des banques et surtout vis-à-vis des marchés financiers, c'est-à-dire, parce que tu as quand même une partie non négligeable de ton patrimoine en bourse, est-ce que tu penses que tout ça, ça va continuer à tourner? Moi, par contre, je n'ai pas la même croyance que toi, parce qu'on parle de croyance, mais je me dis que les marchés financiers vont fermer en fait. Oui, mais ça sera le dernier truc à fermer. Je pense qu'une fois qu'ils auront niqué l'argent dans les banques, dans les assurances-vie et dans tout ça, ils se tourneront vers les marchés financiers.
Mais entre-temps, ça nous laissera le temps de sortir de là aussi. Ok. Et les banques? Non, Zéro confiance? zéro confiance dans la banque. Zéro. Sauf peut-être des banques suisses privées, des choses comme ça, qui sont absolument pas connectées Au au bordel? marché financier. Oui, ces trucs-là, oui, ouais, complètement. Et je suis même pas sûr que dans le chaos qui va arriver, certaines crypto-monnaies vont pas servir. Vont pas servir. Vont pas? Vont pas servir pour se protéger un peu. J'ai fait une vidéo sur mars-avril où je disais que je vendais toutes mes cryptos. Et je disais que les États allaient mettre la main là-dessus. Je pense toujours qu'ils vont mettre la main là-dessus, mais je me demande s'il ne va pas se créer une solidarité avec des crypto-monnaies. Une sorte de solidarité qui va durer un temps et qui va permettre de peut-être passer un peu l'orage. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas, c'est un peu vague dans ma tête, mais ce n'est pas exclu. Un peu comme les monnaies locales Ouais, où les gens ouais. s'entraident. Ouais. Ouais, c'est ce que C'est j'en pas fais. exclu, c'est pas exclu que ça dure, quoi. Alors, par rapport à ton scénario catastrophe, il y a aussi une autre hypothèse sur la table, et c'est justement parce que la blockchain est ultra dangereuse dans les mains du communisme, mais la blockchain est également la solution pour lutter contre le communisme. Et puis, on n'est pas, pas à l'abri d'une réaction. Moi, je pense que ça va prendre plus de temps que toi, mais à chaque fois, je me retrouve toujours avec des anticipations beaucoup plus optimistes que à peu près tous les gens à qui je parle. Je pense que ça va prendre plus de temps parce qu'il va y avoir des réactions en fait de la part on voit bien, il va y avoir des guerres civiles, ça va. Je pense qu'il y a quand même une hypothèse sur la table, c'est que les gens réagissent. À un moment avec trop de merde. Pour l'instant, ils dosent parfaitement. Ça, je reconnais, c'est des, c'est des dieux. Ouais. Et pour l'instant, ils te font un clivage entre quand ils commencent à mettre des mesures coercitives dictatoriales, on va dire, ils le font pour les non-vaccinés. Et donc, les vaccinés, eux, se disent super, ça ne me concerne pas, les choses continuent. Mais à un moment, ça va leur arriver aussi. Oui, ça va se retourner contre eux. Donc, il n'est pas exclu qu'il y ait une réaction. On ne peut pas prévoir, c'est trop chaotique ce qui arrive, mais qui va faire que ça va retarder. Beaucoup d'agendas dans l'histoire ont été retardés, voire annulés, parce que ça leur a pété dans la gueule. Je crois la Russie, l'Allemagne, machin, et à chaque fois, le même agenda communiste, et à chaque fois, ça a été retardé par des réactions humaines. Moi, je crois aussi aux forces du bien, et je me dis que ça va être un affrontement. C'est ce qui va faire le truc passionnant, c'est que il y a ces deux forces là, du bien et du mal, qui vont se foutre sur la gueule. Parce que pour l'instant, on a parlé dans cette interview que des forces du mal, mais il y a quand même aussi des forces du bien en face. Et ça, ça va macérer. Pour moi, ils vont échouer. Pour moi, ils vont échouer. Ah, ça oui. ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir pendant 10-15 ans. Quoi. Oui. Mais ils vont échouer. Bien sûr qu'ils vont échouer. C'est pas possible que le mal gagne. C'est pas possible. Même, ça fait des années qu'il est là, si tu veux. Mais là, tu sens bien qu'il y a quand même... On se disait... On n'en revient pas de ce que les gens sont crédules, bêtes, etc., etc. Mais il y a quand même en face une force qui est montée que je ne soupçonnais pas non plus. Donc ça, pour moi, celle-là va croître et l'autre va diminuer. En plus, l'autre est en train de se faire picouser, si tu veux. Donc normalement, les prochaines grippes, c'est pour eux, quoi. Le système immunitaire, la vision de 2017. Ils vont baisser. Ils vont baisser. Et la blockchain, pour revenir, tu as parlé de la blockchain. Oui. Je suis d'accord avec toi, mais le problème de la blockchain, c'est que c'est un truc électrique, si tu veux. Il faut qu'il y ait des ordinateurs, etc. Donc, si tu as 50% du parc, tu peux la manœuvrer. Et après, si tu coupes l'électricité, il y a tout qui s'arrête. Donc, c'est un double tranchant, c'est comme tout. C'est comme tout. Mais c'est pas si... J'ai lu l'article qu'a écrit le gars que j'aime bien là, de Hong Kong là, sur Objectif Echo. Il a tout à fait raison. Mais si tu as 51% des ordinateurs, tu changes la blockchain. Hein. Peut-être pas toutes les blockchains, je ne sais pas, mais 51%, normalement, tu peux réécrire la blockchain. Donc, d'où Skynet. C'est un outil fantastique. D'où le projet Skynet avec américain qui consiste à prendre le contrôle des réseaux. Ouais. Mais je pense qu'à un moment, la société, tu disais, on sera sur la plage avec le téléphone satellite, etc. À un moment, il faudra se couper de la techno. Quoi. Il faudra vraiment se couper de la techno. Il y aura un orage électrostatique, tout ce que tu veux, il va y avoir, et il ne faudra plus avoir de techno. Il faudra être hors techno. Tant que l'orage passe. Off the grid. Comme disent les gens américains. Bon, très bien. Bon, pour finir, Antoine, donc on vient de dresser un futur négatif. Rose. Socialiste. Un futur socialiste, où tout le monde est heureux.
plus personne ne possède rien, tout le monde est heureux. On meurt de faim, c'est cool. Et donc, moi, ce qui me frappe, c'est une question que je me pose aussi, il y a pas mal de gens qui se posent cette question-là, c'est quoi faire? C'est-à-dire, est-ce que tu continues à investir, par exemple, sur les marchés en disant, ce scénario négatif peut ne pas arriver, donc je continue sur les marchés quoi qu'il arrive, et puis, ou alors est-ce que tu prends tout ton pognon et tu vas le claquer pour t'amuser en disant, bon, si le futur est niqué, voilà. Enfin, comment tu te positionnes? Parce que entre le présent, on est en train de parler d'un futur horizon 10 ans qui pue vraiment, tout le monde sent que ça pue vraiment du cul. Mais comment tu gères ta prochaine décennie stratégiquement avec l'argent, puisqu'on est en train de parler de l'UO et de tes clients et de l'investissement en général, ta vie perso et la massue socialiste communiste qui nous attend au bout de la piste. Comment au quotidien, tu continues Ouais, pour l'instant, je suis toujours sur les marchés. Je ne vais pas lâcher les marchés. Je veux dire, s'il y a un truc qui va craquer en dernier, ça sera marché des actions. Pour moi, ce sera les actions qui cracheront en dernier, quoi. Donc, c'est là où il faut être positionné le plus longtemps possible. Après, au contraire, effectivement, puis on prend de l'âge, toi et moi. Donc, les 10 prochaines années, ça sera plus tourné sur la vie, sur vivre, sur profiter, tant qu'il nous laisse le faire, plutôt que sur l'accumulation encore, quoi. Donc ça, l'accumulation, c'est fini. Maintenant, c'est la préservation. Je dis ça, mais bon, 2020, j'ai fait plus 30 et 2021, je vais faire plus 30, peut-être plus 40 cette année. Mais il y avait les cryptos qui a joué, j'ai tout vendu, donc ça ne joue pas. Mais je ne suis plus en recherche de développer, si tu veux. Je suis en recherche de vivre, de profiter et d'être étal, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Donc pour les marchés, ouais, je vais rester encore sur les marchés pendant quelques années. Ouais. J'espère. Sinon, ça veut dire qu'il n'y aura plus de marché. Bon, très bien. Eh bien, écoute, à bientôt. Au plaisir. Ciao Charlie. Ciao tout le monde.